Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Walid Regragui, nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football du Maroc. Il succède à ce poste au très polémique bosnien Wahid Halilhodžić. À l'instar de plusieurs pays africains qualifiés pour le mondial prochain, le Maroc se tourne vers l'expertise locale pour porter haut ses couleurs lors de cette compétition prévue en novembre et décembre prochain donc au Qatar. Football africain, place aux techniciens locaux. C'est le thème que nous évoquons ce matin avec notre invité. Il s'agit du journaliste sportif Anas Bakhar du site Foot Mercato. Il est en direct avec nous depuis Paris. Bonjour Anas. Bonjour Omar, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors j'imagine que pour vous, Foot Mercato, la soirée a été longue parce qu'on vient de sortir des dernières heures du Mercato, n'est-ce pas? On y est encore, là, en tout cas en France, ça se termine ce jeudi 1er septembre à 23h, donc le travail intensif continue. Excellent, excellent. Alors, pendant ce mercato au Maroc, on a eu quand même une annonce hier, à savoir la présentation de Walid Regragui qui succède à Wahid Halilhodžić en tant que sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Alors, que vous inspire cette nomination, Anas? C'est sûr que c'est une attente qui était pas, c'était un secret de polichinelle pour tous les supporters marocains. Depuis le départ de Wahid Halilhodžić de la sélection marocaine, tout le monde, quasiment tout le monde savait que Walid Regragui allait prendre les rênes de la sélection, qu'il connaît un peu puisqu'il avait été adjoint entre 2012 et 2013. C'est une récompense pour lui finalement parce que avoir été champion du Maroc et avoir remporté la Ligue des champions africaine avec le Wydad Casablanca, c'est quand même un sacré exploit pour un entraîneur dont c'était la deuxième expérience en tant que professionnel en club, en tout cas après avoir dirigé le Fatih. Donc c'est une bonne nouvelle si on vient voir justement à 3 mois du mondial. Il aura donc les 2 matchs de préparation face au Chili et au Paraguay en Espagne qui joueront fin septembre. Mais c'est sûr que quand on voit la situation plus générale, on se dit que virer son sélectionneur à 3 mois d'une Coupe du Monde, c'est un peu compliqué pour le successeur justement de venir mettre son travail en place et d'avoir le temps d'intégrer justement tout un groupe pour le mondial qatari. Justement, Anas, vous avez tellement bien fait de l'évoquer. Là, les craintes portent justement sur le temps dont dispose le nouvel entraîneur national pour reconstruire son équipe pour être prêt pour le mondial. Pensez-vous réellement que toutes les chances sont de son côté actuellement, vu le contexte dans lequel il reprend le relais, il prend le relais pour une bonne prestation de l'équipe nationale du Maroc au mondial? Pour une bonne prestation de l'équipe du Maroc aussi, parce qu'on attend aussi de les voir face à des équipes de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a vu pendant les qualifications, pendant justement les qualifications pour la Coupe du Monde, ou que ça soit également pour les barrages, on a eu de la chance de tomber sur des équipes plus abordables. Alors que lorsqu'on a joué le premier match de préparation contre les États-Unis, on a directement vu l'écart de niveau qui était présent justement entre la sélection marocaine et la sélection américaine. Donc c'est important de voir dès le début, donc dès les premiers jours, on a vu déjà ces déclarations hier lors de sa conférence de presse de présentation. On attend de voir aussi dans quelques semaines quels seront les choix de Walid Regragui, parce que ça aussi, ça va être très important à suivre. Notamment, il a parlé justement des cas Ziyech, des cas Hamdallah, donc à voir s'ils vont être resélectionnés ou pas. Surtout le cas Hakim Ziyech qui avait été l'une des raisons qui ont fait jaser l'opinion publique marocaine par rapport à la situation de Wahid Halilhodžić. Donc, c'est sûr qu'il a très peu de temps. Lui-même n'arrive pas dans une situation vraiment très confortable. Mais en tout cas, il sait qu'il arrive il a des ambitions. Lui-même a des ambitions. Il sait qu'il va devoir les transmettre à son groupe. Il a un contrat qui dure jusqu'à la Coupe du Monde 2026, qui jouera Canada, donc au Canada, États-Unis et Mexique. Mais d'ici là, il y aura quand même plusieurs échéances à respecter, notamment à la CAN 2023. Le président de la fédération marocaine, Fawzi Larja, a dit que le dernier carré était l'objectif du Maroc. Donc la demi-finale était l'objectif des Lions de l'Atlas pour cette compétition. Il faut voir justement comment Walid Regragui va travailler déjà dans ces prochaines semaines. On ne peut pas vraiment se projeter, surtout quand on voit justement des équipes qui sont déjà bien installées, que ça soit la Croatie, le Canada ou encore la Belgique qui ont leur sélectionneur depuis déjà plusieurs années. Quand on parle de la Croatie, Zlatko Dalic,
qui est présent déjà depuis la dernière Coupe du Monde. Il avait été finaliste. La Belgique avec toujours Roberto Martinez, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde également, et première nation du classement FIFA aussi. Donc ça sera vraiment un défi à relever. Ça sera encore plus difficile étant donné le timing de cette nomination. Mais je pense que en tout cas, les décisions qui seront prises autour de son avenir et de le conforter ou de l'écarter se feront non seulement pas par rapport en tout cas à la Coupe du Monde maintenant, mais à partir de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui jouera en Côte d'Ivoire. Cette Coupe d'Afrique donc qui se jouera en 2024, et je rappelle que le contrat de Walid Regragui est étalé sur une durée de 4 ans, donc jusqu'en 2026, et comme il le dit, il est là pour gagner. Pour gagner, c'est aussi l'objectif des sélections africaines qui ont déjà commencé à gagner d'ailleurs sur le plan continental, je pense notamment au Sénégal. On sent une tendance, en tout cas une nouvelle tendance qui consiste à faire confiance aux sélectionneurs locaux. Comment jugez-vous cette nouvelle mode qui s'installe, si on ose dire? Exactement. Si par exemple, justement pour revenir sur vos propos, si on compare à la dernière Coupe du Monde 2018, sur les 5 nations africaines qui étaient présentes en Russie, on n'avait que 2 sélectionneurs locaux. Donc on avait Nabil Maloul du côté de la Tunisie et Aliou Cissé du côté du Sénégal. Cette fois-ci, donc on a 5 sélectionneurs, on les rappelle. Walid Regragui, donc qui a été nommé hier après-midi du côté du Maroc. On a Odo Ato au Ghana, Aliou Cissé au Sénégal, Jalil Kadri pour la sélection tunisienne, et enfin, j'en oublie un dernier, Rigobert Song du côté du Cameroun. Donc ce sont des entraîneurs. Déjà, ça n'est pas leur première expérience dans le coaching, parce que ça soit, si on parle par exemple de Regragui, Kadri et Otto, ils ont été adjoints de leurs sélections respectives. Rigobert Song et Aliou Cissé ont eux connu les sélections olympiques du Sénégal et du Cameroun. Donc ça reste des entraîneurs qui connaissent le football, leur football de leur nation. Est-ce que à ce moment-là, il faut dire oui, il faut prendre des techniciens locaux pour briller à l'international? Je ne suis pas sûr, parce qu'on a remarqué qu'en Afrique, il y a quand même eu des entraîneurs européens qui ont réussi à briller, à s'illustrer. L'exemple le plus frappant, c'est Hervé Renard, premier entraîneur à gagner 2 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 nations, avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Les sorciers blancs ne sont plus vraiment à la mode à l'Afrique en tout cas, mais c'est sûr que c'est très important, je pense aussi pour ces fédérations-là qui sont qualifiées pour le mondial au Qatar, de montrer qu'ils font confiance à des produits de leur pays, et que justement il n'y a pas besoin d'aller chercher des entraîneurs européens, de l'expérience européenne pour performer à l'international. Alors, si vous aviez à faire une petite comparaison entre ces techniciens étrangers ou européens le plus souvent par rapport aux techniciens africains, quelle serait selon vous la principale différence qui aujourd'hui les distingue en fait? Je pense que c'est surtout une question de connaissance du football local. C'est-à-dire que si on parle des anciens sélectionneurs, par exemple à la Coupe du Monde 2018, on avait Gernot Rohr du côté du Nigeria, on avait Hector Cooper en Égypte. Ça reste des entraîneurs avec beaucoup d'expérience en Afrique. Mais je pense que cette volonté-là de se tourner vers les techniciens locaux, c'est aussi d'abord gagner l'amour, entre guillemets, de leur peuple. Parce que voir qu'un sélectionneur marocain représente le Maroc à une Coupe du Monde, ça reste un honneur, je pense, pour le Marocain de voir qu'il y a un Marocain, un local, même si Walid Regragui est né et a grandi en France du côté de l'Essonne, mais de voir justement que c'est un local qui gère cette équipe-là. Il connaîtra donc les demandes, les objectifs de son peuple, parce qu'on sait très bien, par exemple au Maroc, il y a 35 millions de sélectionneurs, chacun veut ramener un tel joueur, veut écarter un tel joueur. Et de voir justement que c'est un sélectionneur marocain, par exemple, qui prend les commandes de cette sélection, ça vient quand même déjà calmer une partie des détracteurs, parce que c'est quelqu'un qui connaît le football marocain. On le rappelle, vainqueur de la Ligue des Champions et champion du Maroc en titre avec le Wydad Casablanca la saison passée. Donc il connaît les supporters marocains, leurs exigences, leurs demandes. Il va aussi bien s'adapter au groupe
au groupe qui va convoquer, donc, notamment pour la prochaine trêve internationale prévue fin septembre, parce que lui aussi, ancien international marocain, binational parce qu'il avait la nationalité française et marocaine, et donc a choisi de jouer pour les Lions de l'Atlas. Il donc saura peut-être gérer un peu mieux les binationaux notamment, et essayer de convaincre, on ne sait pas, des joueurs justement qui n'ont pas encore pris leur décision concernant leur sélection nationale, de les convaincre de venir au Maroc, ou bien de mieux gérer aussi les égos des binationaux qui pourraient être présents dans sa sélection. En tout cas, ce sont donc des évolutions à suivre dans les semaines et mois à venir. Alors, on va tout à l'heure parler des équipes africaines et leurs chances au mondial, mais essayons quand même de traverser un peu dans le sens sud-nord. Il est toujours presque impossible de voir des entraîneurs africains dans les pays européens. Et pourtant, c'est des gens qui y ont été formés, qui y ont évolué, qui sont devenus des légendes dans leur pays. Mais jusqu'à présent, c'est presque rarissime, voire même peut-être inexistant, de trouver des entraîneurs africains exceller sur les championnats européens. Comment expliquez-vous cela, Anas? Ça reste quand même, je pense, une question comme j'en parlais tout à l'heure, de connaissance du football. Je pense qu'aujourd'hui, les clubs européens font confiance à des entraîneurs européens parce qu'ils considèrent que ces personnes-là connaissent le mieux le football continental, donc du vieux continent. Pour le moment, si on vient voir à peu près dans les 5 grands championnats et leur deuxième division, on a seulement 2 anciens internationaux africains qui gèrent des clubs. Donc on a Omar Daf du côté de Dijon en Ligue 2 et Mbailey qui gère le club de Waregem en Belgique. C'est sûr que pour le moment, est-ce qu'on peut considérer que l'entraîneur africain est sous-coté par rapport à l'entraîneur européen? Je ne pense pas qu'on peut parler de ça, parce que je considère, toujours dans les bonnes intentions, que les clubs choisissent leurs entraîneurs par rapport aux compétences et aux capacités qu'ils ont. Et donc, ils considèrent aussi que les Européens vont au mieux gérer un groupe principalement lui aussi composé d'Européens. Mais on voit aussi que du côté de la Confédération africaine de football, on tente de changer un peu cette mentalité-là, non seulement en Afrique déjà, parce que au Maroc notamment, si je parle du cas du Maroc, on a toujours eu cette fluctuation. Dès qu'on a un entraîneur marocain, il nous faut un Européen pour apporter son expérience. Dès qu'on a un Européen, il faut revenir au local. Parce qu'entre 2000 et 2014, c'était la même chose. C'était un étranger, un Marocain, un étranger, un Marocain. Et donc, il n'y avait pas de stabilité finalement, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et donc, du côté de l'Europe, ce qui pourrait peut-être changer la donne, c'est le programme licence CAF Pro qui a été lancé par la Confédération africaine en 2018, qui récompense pour l'instant les meilleurs entraîneurs africains. On a retrouvé dans la première promotion, la dernière promotion en tout cas, Walid Regragui, Badou Zaghi, Rachid Taoussi, qui sont Badou Zaghi et Rachid Taoussi, 2 anciens sélectionneurs des Lions de l'Atlas. On retrouve également Florent Bengue. Donc, c'est vraiment la crème de la crème du football africain. À voir si justement cette expérience-là africaine peut s'exporter à l'international. Déjà, maintenant, on remarque que les joueurs, en tout cas en termes de joueurs, on s'exporte de plus en plus, que ce soit avec la génération foot au Sénégal, que ce soit avec l'Académie Mohamed VI du côté du Maroc. On commence à avoir de plus en plus de joueurs formés en Afrique qui brillent de l'autre côté de la Méditerranée. Ça reste, je pense, une question de temps. Une question de considération aussi à voir pour les clubs européens, à voir s'ils peuvent faire confiance à une nouvelle expertise de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, assez rapidement, avant de passer donc au mondial, pensez-vous que les techniciens locaux jouissent du même traitement dans leur pays que les techniciens étrangers? Absolument pas, absolument pas. Et c'est la preuve aussi, justement, quand on revient parler de toutes ces sélections, un peuple est beaucoup plus dur avec son semblable, entre guillemets, qu'avec un étranger. Nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus justement se pester contre les décisions d'un sélectionneur quand il est local que lorsqu'il est étranger. Parce que s'il est étranger, on va se dire c'est peut-être une autre manière de penser, on va lui laisser son temps, etc. pour voir un peu comment ça se profilera. On n'a pas laissé le temps à coach Vaïd, parce que avec le cas Hakim Ziyech, qui avait réussi à gérer Hervé Renard avant lui. Malheureusement, l'attaquant de Chelsea n'a finalement pas voulu revenir sur sa décision. Mais je considère que oui, c'est un peu, parce que c'est important de voir un peu la dureté
justement des peuples africains envers leurs sélectionneurs locaux. Et au contraire, à voir à ce moment-là comment ils les mettent en valeur lorsqu'un Européen ne performe pas à la tête de la sélection. Donc ça reste je ne sais pas si on peut dire que c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux, en tout cas c'est un cycle infini, j'ai l'impression. En tout cas, en fonction surtout des performances, parce qu'Aliou Cissé que nous voyons à l'écran en a fait les frais au Sénégal. Il a été longuement critiqué avant donc de réaliser son sacre à la dernière CAN. De la CAN, on part au mondial. Alors, assez rapidement, Anas, quelles sont selon vous aujourd'hui les chances africaines pendant ce mondial qui se profile à l'horizon au Qatar? C'est sûr que quand on parle à chaque fois des nations africaines, des participations des nations africaines à la Coupe du Monde, on est souvent cantonné à ils vont faire 3 matchs et vont rentrer. C'était malheureusement le cas en 2018 où on a eu 5 sélections qui n'ont pas pu se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Sénégal était à ça de passer, mais avec la règle des cartons jaunes et le dernier quart d'heure scandaleux entre le Japon et la Pologne, finalement c'était le Japon qui avait réussi à se qualifier pour la phase finale de ce mondial. Dans cette édition 2022 au Qatar, les équipes africaines ont quand même des groupes assez relevés. Quand on voit que la Tunisie a hérité notamment du Brésil dans son groupe, que le Maroc a hérité de la Belgique. On peut parler aussi du Sénégal qui a quand même le pays hôte, le Qatar et les Pays-Bas, ou encore le Cameroun, justement. Pardon, c'était le Cameroun qui était tombé sur le Brésil, je me rectifie. C'est sûr que quand on voit ces groupes-là, on se dit que c'est très compliqué d'aller quand même chercher une place en phase finale. La dernière remonte à celle de l'Algérie en 2014 qui avait failli éliminer l'Allemagne. Ça s'était décidé en prolongation. Mais je considère qu'en tout cas, avec ces nouvelles sélections, ces nouveaux entraîneurs, parce que, à part Aliou Cissé, tous les entraîneurs qui sont arrivés sont arrivés après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, selon vous, les chances sont là en fonction donc de ce que vont proposer ces nouveaux sélectionneurs. Merci beaucoup, Anas. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif au quotidien au site Mercato Foot en France, d'où vous nous parliez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bon après-midi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.